14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Alors nous avons évoqué hier le désir et la pulsion et on a essayé de comprendre quelle était la différence entre un désir et une pulsion. Bon, on a compris que la frontière n'était pas si claire finalement. Eh bien avec le docteur Nasio, nous allons parler de cette fameuse pulsion de vie qui est en fait l'envie, l'envie d'avoir envie, l'envie de vivre tout simplement. Et alors son contraire, il me semble, mais le docteur Nasio me le précisera dans un instant, c'est sans doute la dépression, parce que tous ceux qui ont connu quelqu'un en dépression ont bien remarqué que cette personne n'a plus d'envie, donc plus de désir et peut-être plus de pulsion non plus. Alors je compare souvent notre pulsion de vie à Eros, parce que c'est pour moi le meilleur symbole de l'amour, Eros qui nous apporte le plaisir, alors le plaisir charnel bien sûr, mais aussi le plaisir de tous nos sens. Et si aimer, cela commençait par aimer la vie, aimer sa propre vie et tout faire pour se porter bien, c'est-à-dire se ménager pour rester en bonne santé, mais aussi se porter bien avec les autres, c'est-à-dire faire du bien autour de soi. Alors c'est vrai que c'est un vaste programme, je vous l'accorde, donc raison de plus pour commencer tout de suite avec donc mon invité le docteur Nasio. Nous allons nourrir notre pulsion de vie et si ça vous dit, si vous avez envie de témoigner, eh bien vous nous appelez au 0826 300 300. Bonjour docteur Nasio. Bonjour Brigitte. Content d'être ici. Merci. Et prêt à essayer de communiquer avec nos auditeurs, essayer d'être utile, que cette émission soit valable pour eux, soit importante. Oui, donc on va essayer pendant ces 2 heures justement d'expliquer ce qui fait que on est bien, qu'on est en vie et qu'on n'est donc pas en dépression. Parce que vous sortez un livre au mois d'avril, tout le monde peut-il tomber en dépression ? Point d'interrogation, c'est aux éditions Payot. Alors déjà, je voudrais la réponse. Est-ce que tout le monde peut tomber en dépression ? Non. Bon. Non. Ah, me voilà rassuré. Non, vous pouvez être rassuré. Non. Alors, pas tout le monde peut tomber en dépression. Non. Et pourquoi ? Parce que la dépression est une maladie, malheureusement très diffusée, très fréquente. On l'appelle la maladie du siècle, parce que ça touche de nombreuses populations dans de nombreux pays. Mais la dépression ne se présente pas chez tout le monde. Non, heureusement. C'est seulement chez cette personne qui ont eu déjà un passé malheureux, un passé d'une enfance malheureuse, par exemple ce que nous appelons, nous, les psys, des traumatismes, c'est-à-dire des traumatismes d'abandon, des traumatismes de maltraitance. Des abus sexuels, par exemple. Ou des abus parle sexuels. Beaucoup de ça aujourd'hui. Voilà. Alors, je vais vous poser plusieurs questions parce que c'est des choses qu'on entend et vous allez répondre par vrai ou faux, si vous voulez bien. Alors, on dit souvent que les femmes sont plus souvent dépressives que les hommes, vrai ou faux ? Oui, c'est vrai. C'est vrai. J'ai mon hypothèse de pourquoi. Alors, allez-y. Tout de suite, là. Donnez-moi une autre question. Comme ça, après, je dis à ça, parce que ça prend un tout petit peu de temps. C'est souvent parce que la mère était dépressive ? Oui, souvent, absolument. Bon. Vous savez, là, chaque question m'ouvre, moi, beaucoup de portes. Oui, je sais et bien. J'ai envie de parler. Non, de raconter à nos auditeurs des choses. Tout ce que j'ai appris avec mes patients, j'ai envie de leur dire à nos auditeurs ce que j'ai appris. Mais je crois qu'ils ont envie de l'entendre. D'accord. Alors, ce que j'ai appris dans le cabinet des consultations, c'est qu'il y a des choses que la maman transmet à l'enfant. Souvent, on vient me voir pour un petit garçon qui est agressif, et souvent, il y a ou le père ou la mère qui a des accès de colère. Il y a 4 choses qui se transmettent. 1. L'angoisse. Quand je vois une femme angoissée, souvent la mère a été angoissée. Quand je vois un enfant agressif, souvent l'un des mères ou pères a des accès de colère. L'énurésie veut dire pipi au lit. Souvent, le père ou la mère a eu des pipi au lit quand il était enfant. Et effectivement, la dépression, il y a une maman déprimée. Et effectivement, ça peut transmettre, surtout à la fille, la dépression quand elle deviendra adulte.
Alors, autre question, vrai ou faux, la dépression, finalement, c'est une maladie de société qui va plutôt bien, parce que pendant les guerres, il y a rarement des gens dépressifs. Absolument. C'est un phénomène extraordinaire que à l'époque des guerres, il y a moins de névrosés, pas nécessairement des dépressions, des névrosés. Il y a tellement un besoin de survivre qu'on n'a pas le temps d'être en dépression. Parce que le névrosé, c'est quelqu'un qui a peur des dangers imaginaires, mais dans la guerre, les dangers sont tellement réels qu'il n'a pas le temps de s'imaginer des dangers imaginaires, donc il y a moins de névrosés dans la guerre, c'est vrai. Alors, autre idée, il y a des éléments dans la vie qui peuvent rendre la personne en dépression, comme un chagrin d'amour, du chômage, enfin Tout à fait. Mais voilà ce que je voudrais dire à nos auditeurs. Pas tous ceux qui ont eu un chagrin d'amour, un chômage, un déménagement, etc. Pas tous se dépriment. Bien sûr. Seul se déprime celui qui a été déjà fragile. Évidemment. Ça, c'est fondamental, mais on l'oublie. Parce que parfois, on se dit, mais c'est le travail. Non, tous ceux qui travaillent énormément, par exemple, ne se dépriment pas nécessairement. Peuvent être fatigués, peuvent dire je renonce, etc. Mais pas la dépression. Pour qu'il y ait dépression, il faut un terrain fragile avant. Ça, c'est la condition sine qua non. Alors, autre question, très intéressée. Il paraît que quand on a dépassé 40 ans et qu'on n'a jamais été en dépression ou déprimé, a priori, on risque plus rien. Vrai ou faux ? Vrai. D'accord. En général, si on n'a pas été déprimé, Brigitte Lahaie, vous pouvez être tranquille. Eh ben, je suis tranquille. Vous ne tomberez Super. pas en dépression. Et les auditeurs sont tranquilles, je vais rester là. Et dernière question qui concerne évidemment cette émission tout particulièrement. La dépression, elle est très, très, très négative pour la sexualité. Quand on est en dépression, on n'a plus envie de faire l'amour, évidemment. Oui. Quand on est en dépression, vous parliez tout à l'heure, pulsion de vie, pulsion de mort. Alors ça, c'est une idée très ancienne. Déjà, Empédocle, des siècles avant Jésus-Christ, parlait de la vie et de la mort. Mais sauf que je voudrais dire que la pulsion de vie, c'est la pulsion de lier les choses, de rassembler, de nous unir. Moi, c'est la pulsion de vie qui m'amène à accepter votre invitation. Vous, c'est la pulsion de vie qui m'appelle. C'est-à-dire, nous nous réunissons, nous nous contactons. La pulsion de vie, c'est toujours liaison. La pulsion de mort, c'est déliaison, c'est séparation. Et justement, la personne déprimée est animée par la pulsion de mort, puisqu'elle ne veut voir personne. Elle veut s'isoler. Et à juste titre, on le comprend, mais il a besoin d'être seul. Et parfois, on veut être avec lui, il ne veut pas. Et bien entendu, pour lui, il veut même pas voir les amis, il veut pas de sexe, rien qui soit en liaison avec les autres. Il veut être seul. Et c'est très difficile, évidemment, pour le ou la partenaire, quand on a quelqu'un avec qui on vit, qui est tombé en dépression. C'est bien pour ça qu'il faut rappeler que c'est une maladie et qu'il ne faut pas hésiter à faire appel à des spécialistes. Absolument. C'est très difficile pour la personne qui accompagne, parce que parfois, le déprimé, c'est pas simplement quelqu'un qui est comme ça, comme nous l'imaginons, c'est quelqu'un qui ronronne, qui a une rumination, qui insiste, qui est fâché, qui est irritable. C'est très important. Le déprimé est un être irritable, irascible. Donc, la personne qui habite avec lui, elle a du mal à pouvoir cohabiter, à pouvoir l'aider. On connaît aujourd'hui le pourcentage de gens qui sont ou qui ont été en dépression en France ? On peut dire que il y a énormément. On peut dire que c'est de toutes les maladies, je crois que c'est la deuxième ou la troisième maladie la plus importante en France, la plus répandue. Absolument. Alors, si vous avez envie de témoigner parce que vous avez été en dépression, parce qu'à mon avis, il n'y a pas grand monde qui va témoigner étant en dépression, parce que il faut la pulsion de faire le numéro de téléphone. Voilà, exactement. Bonjour, Brigitte. Bonjour. Marie. Bonjour. Oui, bonjour. Le docteur Nasio qui est avec nous. Donc, vous avez traversé une longue période dépressive, c'est bien ça ? Oui, ça a duré environ 2 années.
Ça va encore. Donc, Bah oui. bon, c'est long quand ça nous tombe dessus. Hein, mais... oui, enfin chacun le gère comme il peut. Donc ça, c'est arrivé en 2016. Mais c'était là bien avant, de toute façon. Enfin, tout s'est écroulé en 2016. Quand vous dites c'était là bien avant, c'est-à-dire vous aviez déjà des moments de mélancolie, de tristesse? Oui. Mais on résiste toujours un maximum de temps parce que faut garder la face aux autres et donc on est prêt à se mettre en danger pour faire face justement. À ignorer complètement le burn-out ou on va dire les prémices, le burn-in qui va annoncer la suite. Et donc, quel a été l'élément qui vous a vraiment fait sombrer ? Alors ça a été au travail, hein. C'est donc la pression des collègues qui m'est tombée dessus avec au quotidien beaucoup trop lourd à supporter, en moquerie, en tout type de désagréments qu'on peut subir au quotidien. Et de s'apercevoir aussi que finalement, c'est les personnes, de mon point de vue, hein, assez courageuses, fortes et lumineuses, qu'on attaque très en profondeur. Oui. Marie, je peux vous demander quel âge avez-vous ? J'ai 50 ans. 50 ans. Oui, non, je comprends qu'il y a eu des moments de tristesse avant un moment de dépression. Et quand vous dites que burn-out, souvent je profite de l'occasion pour dire ce que j'ai appris moi-même. Beaucoup de mes patients venaient me voir en me disant qu'ils avaient eu un burn-out. Burn-out, pour ceux qui le connaissent, enfin ceux qui ne le connaissent pas, je le dis, burn-out veut dire brûler les énergies, brûler les énergies. Voilà, oui. Brûler les énergies au travail et donc out, c'est-à-dire qu'on se déprime. Eh bien, ce que j'ai constaté, que c'est pas tellement le travail. Et vous donnez un bon exemple. C'est plutôt les collègues, par exemple. C'est pas le travail en lui-même, c'est l'ambiance, c'est la relation affective, c'est la relation entre vous et votre entourage. Et là, il y a comme pour certains, et peut-être vous faites partie de ces personnes, parfois il y a une difficulté à supporter les moqueries ou parfois l'ironie mordante ou autre. Et probablement c'est parce que vous étiez déjà plus jeune, aussi sensible. C'est pas une sensibilité de maintenant. Non, je suis une personne émotive et le comportement humain, mais depuis toute petite, me sidère dans son comportement de haine dans le quotidien. Exactement. C'est ce qui explique l'état du monde, hélas, aujourd'hui. Exact. Vous avez horreur de la haine. Horreur de la haine. Vous avez le sentiment d'avoir souvent été le bouc émissaire, c'est ça, Marie ? Ah oui, la cible à atteindre. Voilà, parce qu'on fonctionne, moi je suis née comme ça, en fait je suis très solaire et c'est fou ce que les gens s'appliquent à vouloir nous éteindre. Ah oui. Voilà, on éteint la lumière, on efface, on veut pas la voir, c'est où le voir, un peu, puisque l'homme peut être aussi la cible et de se rendre compte que vous êtes seul face à tout ça et que vous êtes vraiment pieds et mains liés et que voilà, il y a une explication, je dirais une application de tout le système qui vous isole et qui vous devenez la cible exclusive d'un groupe. Mais Marie, alors je marche là, je suis peut-être un peu essoufflée, mais je marche, je suis dans la nature. Et vous prenez la lumière. Oui. Justement, Marie, on entend quand même encore une certaine tristesse chez vous. Et ce que je voudrais comprendre, parce que bon, vous êtes quelqu'un de solaire, et ça je n'en doute point, et c'est vrai qu'on aime détruire aussi les gens qui sont lumineux, mais il y a
au fond de vous, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose de fort, ou vous avez l'impression justement que vous êtes un peu dans le besoin de vous sentir entouré? Ah non, moi je suis un électron libre en fait. Je suis assez autonome. D'ailleurs, je pense que si j'ai pas complètement sombré, c'est parce que j'ai toujours senti que c'était pas le moment de tout éteindre et qu'il y avait des choses à faire encore. Je voudrais. Vous avez dit que vous êtes solaire et qu'il y avait un côté d'innocente, des croire. Je voudrais dire aux gens ce que dont je suis convaincu. Je préfère qu'on soit innocent. Parce que sinon on se dit, voilà, pour me défendre, il faut que je sois lucide. Il faut que je ne sois pas innocent. 1000 fois j'écoute ça. De dire non, la prochaine fois, ils ne m'auront pas, vous entendez, ils ne m'auront pas. Eh bien, c'est pas bon ça. Soyez innocents, c'est le meilleur en vous. Gardez-les, cette innocence. Et... Ah mais moi j'ai toujours, je me dis je suis née avec ça, donc ça peut pas s'éteindre. Voilà, bravo Marie. C'est vivant, c'est puissant, c'est comme ça. Voilà, bravo Marie, gardez cela. Je veux dire, gardons cela, mais ne nous sentons pas pour autant qu'on nous vise, parce que vous avez dit, j'étais la cible. Ça, c'est un sentiment, si on peut s'en détacher de ce sentiment d'être la cible. Parfois, on se croit la cible, mais on n'est pas nécessairement la cible. Les gens ne veulent pas du mal de nous. Ils sont comme ils sont et nous le ressentons comme s'ils nous attaquaient. Mais ils ne nous attaquent pas particulièrement. Ils n'ont pas l'intention. Sauf que il y a quand même chez l'être humain, comme chez l'animal d'ailleurs, cette sorte de prescience qui fait qu'on voit que Marie va plus facilement, de manière émotionnelle, être touchée par une critique ou une remarque. Et donc, c'est plutôt Marie qu'on va critiquer ou agresser. C'est vrai. Oui, mais ça, c'est des comportements par peur que ça leur tombe dessus sur eux, sur ceux qui ont ces pratiques. Donc, ils se mettent tout de suite, de mon point de vue, en position de guerrier, pendant qu'on la fait chier, ou pendant qu'on le fait chier. Excusez l'expression, mais c'est vraiment ce que j'ai subi. Eh bien, nous, on est tranquilles. Oui, c'est le principe du bouc émissaire dont je parlais tout à l'heure. C'est ça. Dans une famille, il y a souvent l'enfant bouc émissaire. Dans une boîte, il y a souvent l'employé bouc émissaire. Oui, voilà. On s'attaque à l'un. Pendant ce temps-là, on est tranquille. Le principe est le même. Voilà. Oui, mais c'est le principe du bouc émissaire. René Girard l'a très très bien expliqué et Jean-Michel Gourlian l'a fait découvrir en France. C'est pendant qu'on s'attaque à quelqu'un en particulier, la haine de la foule, si je puis dire, peut se déverser sur une personne et donc ça laisse la foule tranquille. Absolument. C'est vrai. C'est honteux, mais c'est ce qui se passe. Bien sûr. Oui, mais c'est une occupation quotidienne pour certains. Mais c'est pour ça qu'il faudrait dans les entreprises qu'il y ait un mouton ou une chèvre ou un lapin sur lequel on pourrait déverser plutôt que ce soit des gens comme vous, Marie, bien sûr. Mais il faut bien comprendre quand même que cette destruction qu'il y a en chacun de nous, elle existe. Oui. Il ne faut pas la nier non plus. Non, bien sûr, la pulsion. Je ne la nie pas, mais quand même, depuis petite, j'observe. Parfois, je subis. Mais il y a des comportements dont je me suis toujours extraite parce que je ne pratique pas ce sport-là. Non, mais moi non plus, Marie. Je suis d'accord, c'est pas bien, mais c'est bien quand même de comprendre qu'on a en soi de la colère et parfois de la haine et de la méchanceté pour justement ne pas avoir besoin d'un bouc émissaire. Et il est important que vous compreniez ce processus pour le repérer. Et peut-être que ce serait bien que vous avanciez peut-être avec un thérapeute pour comprendre pourquoi c'est souvent vous la cible. Oui. Et puis, tout en reconnaissant, comme le dit très bien Brigitte, c'est vrai, l'être humain est un loup pour l'homme, comme on dit. L'homme est un loup pour l'homme, c'est Job.
Howobes, un grand philosophe anglais, qui l'avait dit, en reprenant des choses déjà des Grecs anciens. Mais l'idée, c'est celle-là. C'est-à-dire que oui, nous avons en nous une pulsion agressive présente en nous. Mais on le voit chez le bébé qui va mordre le sein. Voilà, absolument. Donc, il est vrai que nous avons cette pulsion agressive. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut que moi je me sente la cible de l'agressivité de l'autre. Il faut bien discerner l'agressivité chez l'autre. Il a besoin de la déverser, il a besoin parfois de s'acharner sur quelqu'un de faible. C'est vrai, ça, dans l'école, on le voit, toute l'école, dans tous les cours de récréation, on voit des jeunes enfants, des enfants, même des petits, aller attaquer celui qui est faible. Ça, c'est vrai. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce que dit Marie. Je voudrais que Marie soit plus soulagée et que ne se sente pas la cible de ces gens-là. Je voudrais qu'elle détache un peu cela. Voilà. Merci en tout cas Marie. On se retrouve dans un instant avec Christophe Médici qui va nous parler de l'affaire Mila. Je ne sais pas si vous voyez de quoi ça parle, mais vous allez le savoir dans un instant. Eh bien, Docteur Nazio, nous accueillons notre reporter en chef Christophe Médici qui travaille beaucoup sur justement les nouvelles technologies, qui nous met en garde. Et là, je crois que vous allez revenir sur une affaire qui a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. L'affaire Mila, Brigitte, bonjour, docteur Nazio. Oui, Brigitte... Vous avez entendu parler de l'affaire Mila, j'imagine. Oui. Qui n'a pas entendu parler de l'affaire Mila? Parce que depuis 20 jours, c'est une affaire qui bruit sur tous les réseaux sociaux, qui bruit sur tout Internet, Brigitte, parce que d'ailleurs, c'est parti d'Internet. Revenons 10 secondes sur les faits. Parce qu'il y a 20 jours, cette jeune fille était une anonyme, personne ne la connaissait. Or, le 16 janvier, elle a mis sur un réseau social très connu qui s'appelle Instagram, elle a posté, parce que c'est comme ça que ça s'appelle maintenant, elle a posté une petite vidéo sur laquelle elle insultait, c'est le cas de le dire, l'islam, et elle n'y allait pas de main mordre. Alors, vous allez rappeler les faits. Oui, juste en 10 secondes, elle a insulté l'islam, parce qu'elle était harcelée par de jeunes de son lycée qui étaient d'origine maghrébine. Mais vous savez pourquoi ? Parce qu'elle était lesbienne. Oui. Mais alors, c'est important de le. Non, mais je crois que c'est. Oui, c'est important de le dire aussi. J'allais le dire. Vous avez raison. Pardon. Elle en parle. Elle est passée il y a 2 jours pour en parler précisément dans l'émission télé. Mais enfin, voilà, on va pas trop dire ce qu'elle a dit complètement, Brigitte. On va pas développer 100%. Elle a simplement dit votre religion, c'est de la merde, voilà. Et puis elle a développé comme ça. Et alors, pourquoi aussi j'ai souhaité en parler en direct aujourd'hui dans notre émission? Parce qu'il y a encore une actu nouvelle. Hier, il y a eu un sondage de l'IFOP commandité par Charlie Hebdo, comme par hasard, c'est intéressant. Et là, on peut dire, Brigitte, que on est assez étonné par les résultats, parce que l'IFOP a sondé, c'est le cas de tous les instituts de sondage, le peuple français au sujet de cette affaire Mila. D'abord, on leur a demandé s'il y a 2 hashtags, Brigitte, en ce moment. On est les rois des hashtags en ce moment dans le monde. Il y a les hashtags je suis Mila, hashtag je ne suis pas Mila. Figurez-vous que c'est quasiment du 50-50 que donne le peuple français. À 53%, c'est hashtag je suis Mila, mais à 47%, c'est hashtag je ne suis pas Mila. Tout à l'heure, je profiterai de votre présence pour vous demander de faire une psychanalyse de l'affaire Mila, si vous voulez, docteur Nazio. Ensuite, ils ont demandé, alors chez les musulmans, ça monte à 88%, hashtag je ne suis pas Mila. Jusqu'ici, rien d'étonnant, je pense que ça n'étonne personne. Autre affaire, est-ce que les propos de Mila étaient à caractère raciste? Là, un peu plus étonnant, 42% des Français pensent que c'était raciste, que Mila était raciste dans ses propos, 85% chez les musulmans. Mais alors c'est celui-là qui devient intéressant par rapport à nous d'origine française et qui sommes évidemment des républicains. C'est, a-t-on en France le droit de critiquer une religion? Et là, alors là, Brigitte, là, le sondage d'hier de l'IFOP dit que 54% des Français sont défavorables au fait que l'on puisse critiquer une religion. Ça pose quand même une vraie question, ça. 54% disent sont défavorables. Non, on n'a pas le droit de critiquer une religion. Alors, quid de la laïcité? C'est ça que je pose comme question. Peut-on effectivement voir ça comme un affaiblissement de la laïcité? Moi, je le pense. Cette jeune Mila... ce qui serait intéressant, c'est dans les 54% qui disent qu'on n'a pas le droit de critiquer une religion... combien sont de religions musulmanes? Alors ça, ils l'ont pas développé dans l'IFOP. Parce que ça me paraît... En tout cas, ils ont posé cette question. Après, la jeune Mila, vous le savez comme moi, Brigitte, en ce moment, elle et sa famille ont reçu des milliers de menaces de mort. Elle est déscolarisée. Elle ne peut plus aller à son lycée parce qu'on lui dit qu'on va la brûler à l'acide. Elle reçoit des menaces. Oui, c'est terrible. Oui, docteur, j'ai bien aimé que vous parliez du sentiment de déliaison. J'ai eu Edgar Morin, moi, comme professeur à l'époque, et il disait qu'il y a, à cette époque, un sentiment de déliaison. Et Brigitte, on le voit bien en ce moment sur les réseaux sociaux. La haine se développe sur cette Mila.
Alors, la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, a dit justement qu'il fallait que l'insulte à la religion est évidemment une atteinte à la liberté de conscience. Là-dessus, Aurore Berger, qui est la porte-parole de LREM, a dit exactement l'inverse. Elle dit non, on peut dire du mal et même blasphémer d'une religion. C'est sur les individus qu'il faut pas porter de blasphème, sur les êtres humains qui pratiquent quelque chose, j'ai envie de dire, intuitu personnel, n'est-ce pas? Alors, tout le problème, il est que en ce moment, c'est il y a 2 jours, elle est passée dans l'émission de nos voisins du 5e, là, chez Yann Barthès, dans Quotidien. Se dit en passant, c'est de loin la meilleure émission de télé dans le PAF, et de loin, donc big up à nos amis du 5e. Elle a témoigné chez Yann Barthès, elle a effectivement dit qu'elle était lesbienne, et qu'effectivement, en ce moment, elle a dit, c'était horrible, docteur Nazio, ma vie est en pause, je crois, et j'ai peur à chaque seconde, je pense que je peux être brûlé à l'acide, je pense qu'ils peuvent me tuer. Et suite à cette émission, Brigitte, le déferlement de haine a augmenté depuis lundi, depuis avant-hier. Elle reçoit encore plus sur les réseaux sociaux de trucs. Alors le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a dit qu'il allait faire quelque chose pour elle. Le conseil que je vais donner, moi, surtout aux jeunes, aux millennials, aux digital natives, pensez bien à chaque fois que vous postez que Internet, c'est un lieu public. Donc à partir du moment où on met quelque chose, on l'expose et on s'expose soi-même. Peut-être que l'immaturité des ados ne doit pas conscientiser à 100% ça. Encore une fois, le conseil que j'aurais donné à Mila, c'est qu'à partir du moment où la haine se déverse, qu'est-ce qu'on fait? On reste dans sa caverne. Pour reprendre Platon, qui à l'époque il n'y avait pas les réseaux sociaux. Je veux dire, il y a un moment donné, il faut laisser. Là, c'est attiser la haine que de venir faire une émission. En plus, l'émission de Barthès, qui est quand même très regardée par les jeunes. Je crois que c'est non. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur Nazio? Non, mais je crois qu'effectivement, je vais dans les mêmes sens. Mais ça, j'aurais commencé à poser cette question, ce conseil à Mila dès le premier instant. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que moi je suis harcelé dans ma classe que je vais faire une vidéo au niveau sur Internet. Je veux dire, je la comprends, cette fille, elle était dépassée, elle était débordée parce qu'elle était homosexuelle et elle se sentait critiquée, maltraitée, mais je pense qu'il faut trouver d'autres issues, d'autres manières, d'autres tiers, je dirais, à qui s'adresser pour pouvoir faire état de ça, le partager, voir ce qu'on peut faire. Tout à fait, docteur. Mais je suis d'accord avec vous. Il faut savoir, et vous faites bien de le rappeler, Christophe Médicis, que quand il y a quelque chose s'élancer sur Internet, c'est un risque très grand. Et que maintenant on comprend ça, avec risque même des vies ou des morts. Tout à fait. Alors maintenant on est sur Sud, donc c'est Parlons Vrai. Avant de clôturer, je vais quand même dire aussi que lorsque je travaillais pour cette chronique, il y a aussi vient se positionner le problème que ce soit il y a l'islam au cœur de ça. Et j'ai ressorti moi le livre de Davet et l'homme, les 2 journalistes du Monde qui avaient fait cette étude sur en 2018 sur le 93, Inch'Allah, l'islamisation à visage découvert, pour voir si c'était une fake news, c'était vrai qu'il y a une islamisation rampante, notamment dans le 9-3. Il avait fait ça avec des étudiants du CFJ, Brigitte. Et il y avait eu tout un documentaire à la télé qui était passé là-dessus. J'avais trouvé ça passionnant parce qu'il y avait des directrices d'école qui disent des choses édifiantes. Des directrices d'école qui disent que des petits-enfants dès l'école primaire ne veulent pas qu'il y ait des tables impures à la cantine. Des koufras et tout ça. Donc, j'espère ne pas passer pour un Zemmour, mais à la vérité, ce que disent Davet et l'homme est dit là, parce que cette fille-là, quand même, elle a plutôt été vilipendée par des jeunes de son lycée qui étaient d'origine orientale. L'homosexualité, elle est quand même pas vue en deçà de la Méditerranée qu'au-delà. Et c'est la vérité. Il y a des pays où on tue encore. Nous, on est comme ça. Alors, on est à Sud, on met les pieds dans le plat. Moi, je suis désolé de vous le dire que dans le même temps, sur une radio concurrente à la nôtre, il y avait un humoriste qui a fait quelque chose sur Jésus. Il s'appelle Frédéric Froment dans une émission très connue à 17h. Et ben alors là, on n'a pas vu des gens qui ont dit on va tuer, on va brûler cet homme-là, alors qu'il a dit que Jésus était pédé et qu'il aurait pas fallu le crucifier. Mais d'accord, voilà. Donc là, en ce moment, il y a 2 poids, 2 mesures. Je me demande, puisque tout le monde fait son hashtag, d'abord moi je suis hashtag je suis Mila, je sais pas si vous aussi, oui, mais moi je le suis. Brigitte, je pense aussi. Mais en tout cas, je voudrais faire moi hashtag TPML. Touche pas à ma laïcité. C'est parce que souvenir vraiment de toutes nos études, s'il y a bien un joyau dans notre société, je sais pas si vous êtes d'accord, c'est bien la laïcité qui met à l'écart tout citoyen de ses croyances qu'il peut avoir. Ça, c'est le premier conseil à donner à Mila. C'est-à-dire, Mila n'a pas attaqué les gens par leur religion. C'est le premier geste de la laïcité, c'est que moi, je respecte les gens dans leur profession de foi.
Vous êtes d'accord? Ben oui, absolument. Et pour conclure, rappelez-vous René Char, parce qu'il faudrait dire ça à nos jeunes, il y avait une phrase très belle de René Char qui disait « La liberté, c'est de dire la vérité, mais avec des précautions terribles sur la route où tout se trouve. » Aujourd'hui, c'est sur Internet où tout se trouve. Ayez des précautions terribles. C'est tout le problème des réseaux sociaux. Il se passe pas un mois sans qu'il n'y ait pas un bouc émissaire, pour revenir sur ma grande théorie du bouc émissaire. Donc voilà. Après, c'est vrai aussi que quand on est jeune, c'est bien d'avoir envie de se révolter. Et c'est normal qu'on ait parfois un langage un peu trop excessif. En même temps. Elle a 16 ans, Brigitte. Elle a 16 ans. Bien sûr. On va menacer de mort en France une ado de 16 ans, mais qui n'a pas été radicale et excessif à 16 ans, docteur Nazio. Oui, bien sûr. On est révolutionnaire à 20 ans et conservateur à 50. Oui. Non, mais actuellement, il y a tellement de choses qui nous surprennent au niveau de la violence. C'est une ambiance. Oui, et je pense aussi que moi, j'ose le dire, il faut réfléchir sans être des Zemmour à cette problématique dont on parlait d'Ave et l'homme. Je ne sais pas quelle est votre position vis-à-vis de ça. Non, mais c'est un vrai sujet. Oui, c'est un vrai sujet. Absolument. Christophe Médicis, vous étiez en forme aujourd'hui. J'ai osé. Mais vous je vous avez dirais raison. si j'ai une fatwa 2.0, parce qu'on pourrait appeler presque ça une fatwa 2.0 qu'a eu notre ami. J'espère qu'on va pas vouloir, parce que c'est vrai que l'avocat Gilbert Malka, il est sous protection policière. Enfin, tous les gens qui entourent Mila sont sous protection policière. Voilà. Mais c'est presque une fatwa 2.0. Alors on va arriver à quoi maintenant? À des fatwas 2.0? Parlons vrai. On va vous suivre de près, Christophe Médicis. Merci beaucoup, en tout cas. Je rappelle le dernier livre que vous avez sorti, On est fou, on clique trop, aux éditions d'Angle. On va continuer avec Joël, qui va tester son quotient sexuel. Bonjour Joël. Bonjour à vous. Oh, vous n'êtes pas dépressive, vous, Joël? Pardon? Je dis, vous n'êtes pas dépressive, vous, Joël. Non. Vous avez au contraire pleine d'éros. Alors. Oui. Bon, alors Nazio, c'est. Grain Mistral, nous avons le soleil. Bon, alors docteur Nazio, c'est très simple. Je vais poser 3 questions de plus ou moins sexologiques à Joël, et si elle répond bien, elle gagne son quotient sexuel, c'est-à-dire un livre dédicacé. Alors, première question, Joël, qu'est-ce qu'on appelle une grossesse gémellaire? C'était quand on attend des jumeaux. Oui, c'était facile, mais enfin, faut-il encore le savoir? Ça va, jusque-là, ça va. Ça va, bon, vous avez déjà une première bonne réponse, donc c'est très bien. Deuxième question, qu'est-ce qu'un eunuque? Comment? Répétez. Un eunuque. Un eunuque est un homme asexué ou désexué? Ainsi. Pardon? Qui n'a plus son sexe? Si, il a toujours son pénis, le pauvre. Oui, plus les... Oui, mais allez-y, dites-le. Si vous voulez, vous appelez ça comme vous voulez. C'est en effet un homme à qui on a coupé les coucounettes, absolument. Voilà. Et ça s'appelle donc un eunuque. Heureusement, c'est une tradition en voie de disparition. Oui. Heureusement. Peut-être pas sur le plan symbolique, mais... Oui, ça c'est autre chose. Sur le plan symbolique, peut-être pas, mais dans la réalité, oui, c'est en effet... Absolument. Il faut savoir que les eunuques, parfois, on faisait justement, on enlevait les testicules pour qu'ils puissent avoir une voix de haute contre. Oui. Donc c'est absolument. Mis à part tout ce qu'on connaît dans l'histoire des eunuques, c'est-à-dire que c'était les hommes idéaux pour rester avec la princesse. Oui, parce qu'ils risquaient pas de faire un bébé à la princesse. Mais pas seulement un bébé. Bon, ils faisaient pas des bébés, mais ils pouvaient leur donner plaisir à la princesse. Parce que sans testicules, la testostérone n'était pas très. Oui, mais enfin, il leur restait les doigts et la langue, docteur Nazio. et c'est vrai que c'est pour ça qu'on les appelait les castrats, les chanteurs qui étaient. Bon, c'est bien. Donc dernière question, quelle est la fleur qui symbolise le plus la passion? Quelle est la fleur, la passion? Je pense à la dame au camélia, le camélia. Non, ça, c'est absolument pas le camélia. C'est-à-dire une fleur, je vous conseille pas tellement d'offrir des camélias.
Alors, Dites-le, docteur Nazio. Si Ah vous- bon, l'orchidée. Non, c'est pas non plus l'orchidée. C'est une fleur très très connue qu'on offre beaucoup d'ailleurs. la rose Oui, mais de quelle couleur? rouge. Voilà, c'est la rose rouge qui est symbole de la passion. Si vous êtes, vous avez envie de célébrer la passion à la femme que vous aimez, vous lui offrez un bouquet de roses Et moi, je rouges. pensais une fleur odorante comme l'ylang-ylang, qui peut être envoûtante. Oui, alors après, c'est le symbolisme des fleurs dont je vous Oui, parle. absolument. Maintenant, il est certain que des fleurs, même comme le lys, qui sentent très très fort, ça peut aussi être une manière de dire qu'on la sent bien, cette femme. Ouais. Bon, Ouais. ben Joël, c'est un sans faute, bravo. Merci infiniment. Et merci pour votre émission, fort intéressante et qui permet de dénouer des tabous et donner des informations. Eh bien, on va continuer dans un instant justement avec le docteur Nazio sur Sud Radio. N'hésitez pas à nous rejoindre si vous avez envie de réagir. Et si vous voulez réagir à Mila, bien sûr, vous le savez, on parle vrai sur Sud Radio. Vous pouvez également réagir. Le docteur Nazio est avec nous. On évoque la pulsion de vie et puis la dépression, donc qui sont un peu les deux faces, enfin la face pile et face d'une même. Enfin bon, bref, vous m'avez compris. Bonjour Samantha. Bonjour Brigitte. Merci de réagir. Vous avez envie, oui. de parler d'une période que vous avez traversée. Tout à fait. Allez-y. J'ai bondi, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé tout de suite quand j'ai entendu. Ben, vous avez bien fait. Voilà, donc j'ai une vie très compliquée depuis que je suis née. Je suis mariée avec un pervers narcissique qui m'empêche de voir mes enfants, enfin bon bref, peu importe. Et malheureusement, cet été, j'ai perdu mes parents coup sur coup. Oh là, oui. Je suis une hyperactive, je me réfugie dans le travail, dans le ménage, dans la maison, dans la lecture. Je vous écoute très régulièrement, vous m'avez beaucoup aidé. Et quand j'ai entendu le problème de la dépression, voilà, parce que hier j'ai vu le neurologue qui m'a dit vous êtes dépressive, il vous faut vous mettre sous traitement. Et j'ai refusé. Mhm. Voilà. Donc j'ai eu beaucoup de stress, de malheur dans ma vie. Mes parents ne sont plus là au jour d'aujourd'hui, mais ils sont encore là avec moi dans le cœur et c'est eux qui me portent, qui me poussent à me battre. Donc pour l'instant, vous vous battez contre votre ex pour essayer de récupérer vos enfants, c'est ça Non, votre alors objectif? après, non, parce que mes enfants sont grands et que bon, ils le comprendront plus tard. Moi, j'ai compris des D'accord, choses oui. en vieillissant. Alors, j'ai été dépressive quand mon mari m'a trompée une première fois. Et une deuxième fois, et on m'a mis sous antidépresseur et j'ai pris beaucoup trop de poids. Après, ma maman a été malade et j'ai oublié de prendre un coup, je le prenais, un coup, je le prenais pas. Et puis, je m'en suis sevrée toute seule. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai perdu tous les kilos que j'avais pris. Et donc vous sentez pas là actuellement dépressif? Cela dit, rien ne nous laisse penser pour Bien sûr. l'instant que vous l'êtes, Samantha. Moi, je suis pas médecin pour le dire. Non, Pour mais moi, non, parce que j'ai plein de projets en tête. oui, donc déjà ça, c'est plutôt un signe de non-dépression quand on dit j'ai plein de projets en tête. Justement, Absolument. voilà. C'est ce Absolument. que disait, tout à fait. Donc, je reprends mes études, je vais passer un BTS et je vais monter au créneau. C'est-à-dire que je souhaiterais monter une association pour aider les femmes qui ont vécu mon calvaire au bout de 27 ans de vie commune avec cette personne. Pour leur dire que, voilà. Non, mais c'est stimulant pour tous ceux qui nous écoutent et vous écoutent de savoir qu'après une période difficile, ça a dû être très très dur, la séparation, la crise, les conflits avec cet homme, que vous aujourd'hui, eh bien, vous êtes tonique, pleine d'entrain, avec êtes des une projets, une battante, absolument, c'est ça le mot, une battante, et ça fait plaisir de vous entendre. Alors, ce qui est intéressant, et je suppose que c'est pour ça que vous avez eu envie de réagir, Oui. Samantha, c'est qu'est-ce qui fait que ce médecin a pensé que vous étiez dépressive? Je pense qu'il est parti de choses très factuelles. Vous venez de perdre vos deux parents de manière assez soudaine. Il s'est dit, plus En fait, ce elle qui voit s'est pas passé- ses enfants. Enfin, je sais pas. Oui. Hein.
Non, mais alors il y a toute une histoire. Sinon, j'en vais rester en ligne jusqu'à 19h. En fait, j'ai eu des gros soucis de santé là en 15 jours. J'ai fait un œdème de Quick et j'ai eu une névrite ophtalmique, donc je voyais pas d'un œil. Et donc j'ai été obligée de me mettre en arrêt. Alors que je ne voulais pas être en arrêt parce que moi, mon travail, c'est ma béquille. Mhm. Et donc l'ophtalmo hier, je suis suivie par une psy qui m'a beaucoup aidée à la séparation. Quand c'est moi qui ai quitté mon mari, hein. C'est moi qui suis partie de la maison. Et elle m'a dit qu'il fallait que je continue à me battre et voilà. Et le dernier rendez-vous d'hier, c'était le neurologue et absolument, par rapport à ma perte de poids, mes problèmes de santé, il m'a dit vous êtes stressée, vous êtes épuisée, vous êtes dépressive. Et je lui ai dit non, je ne suis pas dépressive. Je ne veux pas être mise sous médicaments, c'est tout. Non, voilà. Vous avez raison. Non, moi, tel que je vous écoute, vous n'êtes pas dépressive. Je ne comprends pas pourquoi mon collègue a pensé qu'il fallait des antidépresseurs. Non. Alors après voilà, donc j'ai accepté. Je fais des migraines ophtalmiques, donc j'ai accepté le traitement, mais je ne veux pas d'antidépresseurs. C'est tout. Non, c'est clair. Non, vous avez certainement besoin, en effet, de vous reposer, besoin de faire votre deuil, hein, comme on dit. Et puis. Alors, mon deuil, je l'ai fait grâce à Sabrina, qui est psychologue, qui a écrit un livre, je ne me souviens plus, que les âmes se retrouvent. Je ne sais pas si vous connaissez. Non. Bon, voilà, donc j'ai été à une foire de livres et j'ai trouvé c'est le premier livre que j'ai trouvé dans cette foire. C'était au mois de novembre et je l'ai lu en deux fois, enfin en deux temps. Et son histoire, c'est la mienne. Et ça m'a aidée. Et je me dis que j'ai le droit de vivre ma vie pour moi. J'ai toujours vécu pour mes parents, mes enfants, ma famille, mes amis, mes collègues, tout ça. Et là, maintenant, je me dis qu'à mon âge, j'ai le droit de vivre pour moi. Il est temps, oui. On est bien d'accord. Absolument. Il n'est jamais trop tard. Non, il est jamais trop tard. C'est bien d'avoir témoigné, Samantha, parce que au fond. Alors c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont en dépression et puis qui ne s'en rendent pas compte, mais dans l'ensemble quand même, quand on est avec des projets et qu'on a envie de se battre, comme on l'entend chez vous, Samantha, c'est quand même des signes très clairs qu'on n'est pas en dépression. Ah non, bien sûr. Non, il n'est pas en dépression et je dirais même c'est encore mieux, c'est à l'opposé puisque il y a des projets, il y a d'envie de faire, monter cette association par exemple, c'est un projet formidable et donc non, c'est loin de la dépression. La dépression c'est un état de lassitude, c'est un état de solitude, c'est un état de rancœur, de rancune, d'irritabilité, c'est un état de tristesse et c'est un état, j'ajoute, c'est très important, de rumination, c'est-à-dire le déprimé, c'est une personne qui revient toujours, ressasse toujours le passé, toujours le regret, toujours les échecs passés. Nous avons tous des échecs, mais on ne revient pas tout le temps sur l'échec. On avance dans la vie. Le déprimé, non. Donc vous êtes loin de ces tableaux, de ces portraits. Vous n'êtes pas déprimé, non. Donc c'est pour ça quand je vous écoute beaucoup, Brigitte Lahaye. Vous m'avez beaucoup aidé sur le plan sexuel parce que j'ai été, on va dire, un petit peu coincée pendant ces quelques années. Et il y a quelques années, on va dire il y a 5-6 ans, vous m'avez aidé, je me suis libérée. Voilà. Et donc, je vous écoute régulièrement. Hier, vous parliez de l'alcoolisme. Nous, dans la famille, il y a beaucoup de terrain et les témoignages m'ont beaucoup ému. Voilà, donc je vous écoute régulièrement quand je travaille pas ou que je n'arrive pas, je vous écoute en podcast parce que je travaille malheureusement et vos horaires, je peux pas. Voilà, je vous écoute régulièrement et vous m'avez beaucoup aidé depuis, on va dire, depuis plus de 10 ans.
Écoutez, j'en suis ravie, Samantha, et je vais continuer à vous aider. Et c'est vrai qu'on a parlé lundi de l'alcoolisme, souvent. Ça peut être aussi... c'est une dépression. Il faut le dire. Tout à fait. L'alcoolisme, c'est une dépression masquée. On appelle ça masqué. L'alcool masque la tristesse. Exactement. Merci beaucoup de votre témoignage, Samantha, et continuez à vous battre. Et on est ravis de votre témoignage, parce que je crois que c'est important. Attention toujours à ces diagnostics qui sont parfois faits à tort et à travers. Alors, il me reste à vous donner la petite devinette du jour. Docteur Nazio, je parle des baisers toute cette semaine, et c'est donc des devinettes que j'ai trouvées dans ce livre, L'éloge du baiser de Céline S. Alperne, qui est aux éditions Flammarion. À quel endroit les deux amants sont obligés de se pencher pour s'embrasser? À quel endroit en Europe les amants sont obligés de se pencher pour s'embrasser? Je vous donnerai la réponse, évidemment, après les infos. On va continuer à parler de la pulsion de vie et de la dépression avec le docteur Nazio, et puis tout de suite après les infos aussi, vous nous l'avez toujours pas expliqué, donc il est temps de nous l'expliquer, donc vous le ferez après les infos, docteur Nazio. Pourquoi les femmes sont plus souvent dépressives que les hommes? Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui attendent la réponse, et c'est vrai que on ne l'a pas encore donnée, donc promis, tout de suite après les infos, vous avez la réponse. D'accord. Nous sommes avec le docteur Nazio et nous parlons de la pulsion de vie et de l'inverse, donc la dépression, avec le docteur Nazio, puisque ce livre, Tout le monde peut-il tomber en dépression, va sortir au mois d'avril aux éditions Payot, mais on vous réinvitera bien sûr au moment de la sortie du livre, docteur Nazio. Alors d'abord la réponse à la devinette: à quel endroit deux amants sont obligés de se pencher pour s'embrasser? Sur la tour de Pise, bien sûr. Et oui, sur la tour de Pise. Bon, bref, tout ça, vous le retrouvez dans ce livre, L'éloge du baiser. Alors, pourquoi les femmes sont plus souvent en dépression que les hommes, Nazio? On veut savoir la réponse. Alors, d'abord, il faut que je donne la définition de la dépression. Parce que dans ce livre, Tout le monde peut-il tomber en dépression, qui, comme vous le dites, va sortir en avril aux éditions Payot, eh bien, j'essaye de donner une vision différente de la dépression. Pour moi, la dépression... C'est votre marque de fabrique, ça, Nazio. Exactement. J'apporte quelque chose de différent. Vous savez, c'est un thème tellement étudié, tellement examiné, de tous les points de vue. Simplement, ici, je dis ce que j'ai appris avec mes propres patients. En fait, je suis un transmetteur entre mes patients et les auditeurs. Pour moi, la dépression est une tristesse tourmentée. C'est pas une tristesse normale. La plupart d'entre nous ne connaissent pas la tristesse dépressive. La tristesse dépressive, c'est une tristesse qui dure. C'est une tristesse qui nous prend. C'est une tristesse qui nous envahit. C'est une tristesse qui ne disparaît pas facilement. Oui, qui nous englue. Voilà, c'est pas la tristesse de demain, il y a quelqu'un qui meurt dans ma famille, je suis triste. Bon. Ça, c'est normal, oui. Mais je continue à m'aimer moi-même, je continue à aimer les autres, ma vie continue malgré tout. La tristesse dépressive, c'est une tristesse invalidante. Je ne peux pas aller travailler, je n'ai pas envie d'aller travailler. Et je n'ai pas envie, comme on l'a dit tout à l'heure, ni sexe, ni amour. La question que je me suis posée, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on tombe en dépression? Pour moi, ce qui s'est passé, c'est un choc émotionnel, c'est une désillusion. Le mot-clé, c'est perte d'une illusion. Je pense que la dépression se déclenche à l'occasion d'avoir le sentiment d'avoir perdu une illusion. Parfois, c'est un sentiment conscient, je m'aperçois que j'ai perdu l'illusion. Parfois, c'est un sentiment pas tout à fait net et pas tout à fait clair. Bien sûr, cette illusion, c'est une illusion d'être aimé. C'est l'illusion que je suis aimé. Et pas seulement, je suis l'illusion que je vais devenir quelqu'un. Nous tous, nous avons une illusion d'exister. Nous rêvons. Et j'ai une illusion, un enfant a l'illusion ou un adolescent de devenir demain pompier. Bon, et d'autres devenir quelqu'un. Eh bien, cette illusion-là, chez les personnes fragiles avant, comme le cas de Marie, eh bien, l'illusion est trop forte.
Et plus forte est l'illusion, plus probable est la dépression. Et donc les femmes seraient plus dans l'illusion que les hommes ? Exact. Bravo Brigitte. Bah, je vous écoute, c'est tout. C'est-à-dire qu'effectivement, je me dis, malgré qu'on veut faire croire que la femme et l'homme, c'est tout, partout, pareil, c'est deux univers complètement différents. Le corps est différent, les hormones sont différentes, la manière de vivre le corps, la manière de vivre l'amour, c'est différent. Tout à fait différent. Eh bien, j'adore comme vous dites l'amour. Exactement. L'amour est différent. La femme vit l'amour d'une autre manière que l'homme. Et je pense que la femme, l'amour est une illusion fondamentale qui la nourrit, qui l'entretient. Et je dis toujours, pendant quand on est au lycée... Elles ont qu'à baiser plus et aimer moins, et puis voilà tout. Je dis, les femmes ont qu'à baiser plus et aimer moins, et elles seront moins dans l'illusion. Mais ça, pour ça, il faudrait qu'il y ait plus de testostérone et qu'elle ait une vision de la vie et des choses différentes. Non. La femme est plus dans l'illusion de l'amour que l'homme. Donc, mais l'homme est plus dans l'action, de toute façon. Voilà, exactement. Évidemment. Exactement. Voilà ma réponse. Écoutez, c'est une réponse tout à fait intéressante, en tout cas, et ça va certainement faire réfléchir beaucoup de féministes. Docteur Nasio, c'est un homme qui nous appelle et qui a fait une dépression, justement. Bonjour Alexandre. Bonjour Brigitte, bonjour Docteur Nasio. Oui, mais quand on vous a donné un prénom pareil, Alexandre, il est normal qu'à un moment donné, vous perdiez votre illusion. C'est vrai, je connais pas l'histoire, dites-moi. Alexandre le Grand, c'est quand même un des prénoms les plus ambitieux de tous les prénoms. C'est pas moi, j'ai rien choisi. J'ai pas. Oui, mais on vous l'a donné ce prénom. C'est vrai, c'est juste. Donc on vous a fait porter quelque chose. Enfin, je dis ça, je fais ma psy, c'est tout. Oui, c'est vrai. Puis c'était le prénom de mon arrière-grand-père, donc il y a peut-être aussi du sens à tout ça, je sais pas. Sans doute. Bon. Sans doute. En tout cas, c'est vous qui le trouverez le sens. J'espère. Écoutez, merci de me prendre mon témoignage et puis merci pour votre émission encore une fois. Voilà. Merci à vous. Que dire ? Oui, écoutez, moi il y a quelques années, je suis, comme vous dites, tombé en dépression sans le comprendre. C'est simplement un jour, en voyant une photo d'un ami qui était décédé quelques jours auparavant, me mettre à pleurer. Je suis allé voir mon médecin. Je ne sais pas pourquoi je suis allé le voir ce jour-là, mon médecin. Et je lui ai expliqué ce qui m'arrivait. Et il m'a dit, écoute, c'est simple, tu fais une dépression. Et là, c'était un peu comme une claque. Parce que vous aviez rien vu venir. J'avais rien vu venir, exactement. Et il m'a dit, c'est normal, c'est l'âge. Bon, j'avais une quarantaine d'années, mais il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années en arrière. Et j'avais rien vu venir, donc je comprenais pas pourquoi j'étais tout le temps en pleurs, que tout me paraissait compliqué. C'est ça qui me dit, mais utiliser l'image de la montagne, c'est vrai que chaque chose que je devais faire, des choses dans mon travail que je connaissais bien, me paraissait insurmontable. Voilà. Et c'est vrai que j'avais pas conscience de la douleur, de la maladie, parce que oui, c'est le terme, c'est une maladie. Bien sûr. J'avais pas conscience d'être malade en fait. Et ça a été un long, je sais pas si j'en suis pas totalement sorti. Dans la dépression, je pense que oui, parce que j'ai été sous traitement quelque temps en antidépresseur qui était assez léger. J'ai consulté un psychiatre une fois par mois pendant 2 ans. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, c'est vrai que j'ai toujours je sais pas si c'est des réminiscences du passé aussi, parce que il y a tout un chemin de vie, mais c'est vrai que j'ai encore quelques blocages, des peurs. Là, je suis en pleine reconversion professionnelle. Certains jours, certains moments, l'idée je dois passer des coups de fil, faire rencontrer des gens, me créer un réseau, et ça m'est compliqué. Et ça, c'est des choses qui me dépassent, parce que je sais très bien que c'est pas rationnel, parce que j'ai juste appelé des gens, c'est pour moi en plus, c'est pour avancer dans ma vie. Et je me rends compte que oui, il y a encore des choses aujourd'hui. Votre moteur n'est pas toujours. Il y a des ratés, quoi. Exactement. Il y a des jours où j'avance plus facilement que d'autres, et d'autres jours, c'est un simple coup de fil, une simple rencontre. En plus, je suis quelqu'un d'assez émotif et qui est un peu submergé par mes émotions, et des fois, ça m'a un peu, je perds un peu le fil, je perds un peu mes capacités entre guillemets, alors que je sais que j'arrive à m'exprimer, à parler, je sais j'arrive
Je suis un peu perdu dans le fil. Oui. Mais voilà. Pardon, je voudrais Mais je vous en prie. réagir. Et c'est très important, votre situation, Alexandre, parce que c'est un exemple, pardonnez-moi que je le dise comme ça, c'est un exemple de comment la dépression apparaît ou se déclare chez une personne déjà fragile. Et le problème que vous me dites que existe aujourd'hui après cette dépression, c'est-à-dire la difficulté d'affronter les gens, la difficulté de vous montrer vous et entreprendre ce que vous voulez, vos projets, eh bien ça c'est quelque chose qui existait déjà avant la dépression. Oui, C'est-à-dire tout à fait. il y avait l'angoisse. Et l'angoisse est la pire des sentiments et des affections, l'angoisse, qui va créer ce terrain favorable à la dépression. Donc, il faut savoir que ce qu'il faut maintenant, vous avez résolu le problème de la dépression, il faut résoudre le problème du terrain de la dépression, c'est-à-dire l'angoisse. Et ça, c'est la vie ou bien un professionnel, non pas un psychiatre qui vous voit 4 fois, ou quelquefois une fois par mois et vous donne des médicaments, mais de pouvoir parler à quelqu'un, si possible un spécialiste, et de pouvoir essayer de voir si vous pouvez vous débarrasser de cette timidité qui est enracinée en vous depuis très longtemps en fait. Oui, et puis vous avez parlé d'émotivité aussi. C'est une sorte de fragilité latente et qui de temps en temps vous fait perdre un petit peu vos moyens. Et je crois qu'en effet, vous seriez, pour moi, comme ça, à vous écouter, Alexandre, vous seriez tout à fait apte à suivre une petite analyse avec un bon psy ou une analyse, qui va vous aider à mettre des mots sur cette angoisse et sur quelque part votre pulsion de vie. C'est quoi vivre au fond, Alexandre? C'est ça la grande question, la grande question humaine. Oui, c'est juste. Merci. Oui. Enfin, moi, je m'étais intéressé à quelque chose qui m'avait parlé récemment, que j'avais découvert récemment, c'est l'hypersensibilité. Exact. C'est-à-dire à tout le temps calculer, tout le temps. On en parle d'ailleurs la semaine prochaine avec Stéphane Clerget, mercredi prochain. Et c'est vrai que c'est quelque chose dont on parle peu et qui est encore plus étranger quand on est un homme, parce que a priori l'homme est dans l'action, mais il y a des hommes hypersensibles et c'est d'autant plus compliqué parce que nous les femmes on sait exprimer sans arrêt nos émotions et on les parle, on les reparle, entre copines, on se parle. Les hommes, c'est compliqué pour vous de trouver quelqu'un qui va vous écouter et donc qui va vous permettre d'exprimer vos émotions. Et peut-être que c'est là où, en effet, un thérapeute peut jouer ce rôle-là. Oui, parce que c'est ça le terrain de l'après-dépression. C'est cette fragilité, cette hypersensibilité et parfois un amour fort, trop fort de soi-même. Un narcissisme, comme nous disons dans notre jargon, un narcissisme exacerbé. Les deux symptômes, les deux manifestations d'une personne susceptible de se déprimer, c'est un narcissisme trop fort, un amour de soi excessif et une hypersensibilité comme celle que vous avez, Alexandre. D'ailleurs, je voudrais revenir sur la question du prénom Alexandre. Brigitte a eu raison et je voudrais vous le dire, c'est la première... vous étiez surpris, mais Alexandre, c'est l'audace. Alexandre, c'est le conquérant. Et là, vous avez un prénom, le conquérant, alors qu'en vous, il y a le sentiment de celui qui lui coûte d'approcher les autres. Il y a un contraste extraordinaire entre votre prénom et donc pour moi ça joue beaucoup la question du grand-père qui était le vôtre. Pourquoi, quelle image a-t-il dans votre esprit? Comment vous l'avez vécu, ce grand-père? Mais il y a quelque chose entre le contraste entre le prénom du conquérant
et l'homme que vous êtes, qui est un peu timide, qui a du mal à affronter la vie. Oui, et puis je vous le dis à vous, mais pas forcément à vous d'ailleurs, Alexandre, hein, mais peut-être que ça vous parlera, peut-être que ça vous parlera pas, mais on a tous, au moment où on arrive au monde, nos parents qui mettent sur nous des projets, une ambition, et qui nous voient tels qu'ils ont envie de nous voir, et puis parfois on correspond pas du tout, et peut-être que chez vous, il y a un grand écart entre ce que vos parents ont projeté sur vous et puis ce que vous êtes, et votre hypersensibilité, si elle n'a pas été bien accueilli par des parents, c'est peut-être quelque chose qui aujourd'hui se retourne contre vous, alors que l'hypersensibilité, ça peut être une force, ça développe l'intuition, ça permet de mieux deviner les autres, et puis ça permet de vivre les choses à fond. Mais faut-il encore que ça devienne une force et que ça ne soit pas quelque chose qui se retourne contre nous? Absolument. Merci Alexandre, en tout cas, merci beaucoup. Alors, docteur Nazio, nous accueillons Monsieur Prévention. Je crois que vous avez envie de pousser un petit coup de gueule, comme Christophe Médicis. C'est une journée comme ça. Oui, mais allez-y, bien sûr. Bonjour. On parle vrai sur Sud Radio. Mais je vais peut-être déjà commencer par lire un courrier que j'ai reçu. Ah, absolument. Et mon coup de gueule, je me le garde pour le dessert, si j'ose dire. Allons-y. J'ai reçu un message que je vais me permettre de lire, si vous l'acceptez. Chère Madame Brigitte et cher Monsieur Prévention. J'écris cet email à quelques jours, le jeudi 6 février, de la journée internationale de la tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines. Oui, a priori c'est demain. Bon. J'ai malheureusement croisé récemment une adolescente ayant été excisée pendant ses vacances au pays d'origine de ses parents. Quelle horreur. Comment l'aider ? Que puis-je faire dans ce domaine, sans trahir sa confiance ni celle de sa famille ? Merci d'avance pour vos bons conseils. Bon. Voilà, c'est vrai qu'en effet, demain, il y a cette journée des mutilations sexuelles et génitales féminines. Et ce témoignage est intéressant parce que c'est un sujet qui reste très tabou. C'est d'abord très tabou, très, très méconnu. On ignore que même en France, je crois qu'il y a encore tous les ans 20 à 30 000 femmes, jeunes filles qui se font exciser. Alors c'est évidemment puni, c'est un crime en France, mais malheureusement, elles vont se faire exciser pendant des vacances à l'étranger. C'est vrai. Et quelquefois même, je veux dire, sous pression de la famille et même de la grand-mère quelquefois, parce que c'est pas qu'une culture machiste scandaleuse, il y a aussi une dimension culturelle et familiale importante. Absolument. La mère considère que pour que sa fille soit une femme dans sa culture, doit être excisée. Parce qu'elle-même l'a été. Alors le pire, c'est le niveau de l'Égypte, où on doit avoir 80 à 85% des femmes en Égypte, parce que tout le monde pense à l'Afrique subsaharienne. Mais en Égypte, on a 80 à 85% des femmes qui sont excisées. Et en effet, c'est quelque chose qui continue, y compris en France, à travers des voyages. C'est puni, comme vous l'avez dit, c'est puni de 10 à 20 ans de prison. Suivant l'âge de la personne qui a été excisée. Et même quelqu'un qui a été complice ou qui a pratiqué une excision à l'étranger peut être poursuivi sur le territoire national. Donc c'est important on peut rappeler quand même ce que c'est que l'excision, parce que peut-être que c'est pas clair pour tout le monde, d'autant qu'il y a quelquefois une confusion entre l'excision et l'infibulation. Donc je suis revenu avec mon petit clitoris préféré. Wow. Et en fait, pour expliquer aux auditrices, aux auditeurs, il y a une partie externe donc du clitoris qui est le gland, qui est une zone érogène extrême chez les femmes, très très vascularisée, qui peut être source de plaisir et d'orgasme. Et la partie externe qui est érectile. Donc dans certaines cultures, on se permet de couper, en fait, de castrer cette partie du clitoris externe. Et il est bon de rappeler qu'il y a une chirurgie réparatrice et que les gens gratuitement peuvent bénéficier de cette chirurgie pour faire réapparaître une tête de clitoris, sachant que le clitoris continue à l'intérieur et qu'on peut tirer pour le faire réapparaître, même s'il est moins sensible. C'est le professeur Foldès qui a été à l'origine de cette opération formidable de restitution du clitoris. Alors c'est là où ce témoignage par rapport à l'adolescente en question, il faut qu'elle sache que c'est pris en charge gratuitement, qu'elle peut accéder à travers le planning familial, par exemple, localement, à ce type de soins. Évidemment que c'est quelque chose qui était condamné comme un crime inacceptable et qu'il y a des associations qui peuvent l'aider. Mais bon, le sujet est délicat, c'est vrai que malheureusement il reste super tabou. J'ai envie d'élargir un petit peu en fait par rapport à... Bon, c'est vrai que les femmes et les femmes migrantes en particulier sont vraiment en danger. Même par rapport au VIH/SIDA, virus du SIDA, on sait que pour les IST, les violences sexuelles, les femmes migrantes, qui elles ne prennent pas la parole, parce que elles écrivent pas des livres, elles s'expriment très difficilement dans la langue française. Si vous saviez le nombre de femmes issues de l'immigration dans ce pays qui souffrent au quotidien de violences sexuelles ou de violences conjugales, et dans violence conjugale, il y a viol.
et qui, du fait de la culture et d'un conditionnement et d'une incapacité à communiquer, qui subissent. Oui. Au quotidien. Et celles-là, je vous dis, elles peuvent pas qui parler. trouvent presque ça normal, finalement, parce Quelquefois que c'est même, dans leur culture. il y a un véritable conditionnement. Elles sont protégées dans des bulles, etc. Et c'est là où moi j'aimerais que les femmes libérées, françaises, émancipées, qu'elles aient toutes comme un parrainage, et que chaque femme de ce pays qui était épanouie parraine au moins une femme en son domicile fixe, ou une femme migrante, une femme isolée qui a des gros problèmes évidemment par rapport à des violences qu'elle subit ou qu'elle a subies dans le passé. Mais pour globaliser un peu plus et pour pousser ce fameux coup de gueule, permettez-moi, Brigitte, de réagir face à l'actualité, parce qu'il y en a un peu marre de toutes ces affaires de mœurs dont on entend au quotidien, qui apparaissent si fréquemment. Pédophilie, violence sexuelle, agression, etc. Donc ce coup de gueule, c'est plus largement par rapport à tous ces abus dont les femmes sont victimes, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, hein, parce que bon. Et ça, bien sûr, y compris dans le couple, et pas que chez les personnes migrantes. C'est trop souvent ces messieurs, parce que en tant qu'homme, je peux me permettre de le dire, qui insistent pour des rapports sexuels, hein, pour avoir sur commande leur petite gâterie, voire plus. Ces nombreux hommes, enfants gâtés par une société quand même assez machiste, qui reproduisent un peu un modèle véhiculé par une pornographie qui est non égalitaire. C'est mal en rut. Moi, mon message, mais masturbez-vous, ou allez vous faire soigner. En fait, c'est aussi la prévention des violences sexuelles que d'apprendre à évacuer ces tensions, ces pulsions hormonales, par un traitement médical, des activités sportives ou un palliatif apaisant comme la branlette libératoire. Absolument. Développons donc la masturbothérapie. Bon, dans des lieux d'intimité, bien sûr, il ne s'agit pas de passer l'exhibitionnisme. Non. Mais l'expérience montre que aucun homme n'a jamais violé une femme en s'étant masturbé quelques minutes auparavant. Que le fait d'éjaculer après une masturbation, les sécrétions d'endorphines, ça calme, il y en a même qui s'endorment, etc. Et ça a un effet tout à fait bienfaiteur. Donc quand je parle de masturbothérapie, je rigole à peine. Et dans bien des cas, si toutes ces personnes qui ont des pulsions, qui ont des tensions, qui ont un narcissisme exacerbé aussi, si elles allaient tranquillement à certains moments pour se calmer, se vider les couilles pour être un peu vulgaire, mais en même temps après. Au moins tout le monde comprend. Hein. Voilà, mais ces personnes se sentiraient mieux après et n'iraient pas emmerder leur conjoint ou les femmes ou les jeunes filles qui les perturbent. Mais je suis d'accord, masturbothérapie, vous êtes d'accord, docteur Chez les femmes Nazio? comme chez les hommes. Non, pas de masturbation, docteur. Non, je comprends votre cri de colère et votre proposition qui est cocasse, qui est sympathique à la limite. Mais comme moi, alors laissez-moi parler le thérapeute, j'ai des problèmes à une quantité d'hommes qui se masturbent et il ne se passe rien. Et au contraire, la femme se plaint. Parce qu'il ne vient pas lui faire l'amour. Oui, mais là, vous parlez pas des mêmes hommes. Non, mais justement, nous parlons devant les auditeurs. Donc, je ne voudrais pas que les auditeurs disent « Chiche, la masturbation, c'est génial, attention !» Faut pas, je représente, si vous me permettez, c'est là, je fais l'avocat du diable. Ceux qui se masturbent trop. Ah, mais oui, il y a des hommes de 40 ans, 50 ans qui se masturbent tous les jours, 2 fois par jour. Et là, c'est moi qui dois s'occuper de l'inverse. Parce qu'ils en souffrent, alors ceux-là, c'est ceux qui en souffrent. C'est une souffrance énorme. Quand c'est une souffrance, le problème se pose. Mais pour d'autres qui, grâce à ça, peut-être, dorment mieux, ont besoin de moins de médicaments. Je comprends. Et vivent avec, peut-être. Malheureusement, ces gens-là, c'est pas simplement éjaculer. Les pédophiles, les violeurs, c'est plus que éjaculer. Mais c'est aussi prendre que l'autre, c'est la proie. Il me faut l'autre. Il me faut la proie de l'autre. Alors, ça, c'est un point. Et l'autre point... Oui, d'ailleurs, le problème du violeur qui va agresser une femme dans la rue, etc., on sait très bien que son désir, c'est qu'elle ait peur, et c'est qu'elle voilà, etc. C'est l'agression sexuelle. C'est pas son désir d'éjaculer. Hein. Mais c'est bien ce que vous dites, parce que c'est intéressant de rappeler combien la masturbation peut effectivement permettre une gestion de l'excitation et de la testostérone. Il faut savoir, je ne sais pas si vous êtes d'accord, vous qui étudiez ici. Alors, on va continuer le débat, mais là on va faire une petite pause pour les laisser se masturber, hein, et on se retrouve tout de suite sur Sud Radio.
Bon, tout va bien, monsieur Prévention. Le docteur Nasio, grâce à la pause, ont pu se calmer. Et je crois que la discussion. Non, mais il n'y avait pas des tensions. Hein, je ne sais pas, moi. Vous savez, je ne suis pas un homme. Alors, les tensions, quand ça remonte comme ça jusqu'au cou, je ne sais pas. Les auditeurs ne peuvent voir. Excusez-moi, monsieur Prévention. Ça, c'est génial, cette photo de vous avec votre petite clitoris autour du cou. C'est incroyable, ça. Parce que donc c'est un objet de plus en plus qu'on fait connaître lors de la prévention pour, à travers l'organe, la découverte du plaisir. C'est vrai. Des zones érogènes et du plaisir féminin. C'est merveilleux. Et de la masturbation féminine aussi, dont on n'a pas parlé. Et ben voilà, un bienfait dans certains cas. Si vous êtes un peu en colère, mesdames, masturbez-vous, ça ira mieux après. Plutôt que d'aller critiquer votre homme. Bon, en tout cas, on va continuer bien sûr avec vous, docteur Nasio, à évoquer la dépression à l'occasion de ce livre qui sort au mois d'avril. Tout le monde peut-il tomber en dépression aux éditions Payot. Mais peut-être qu'on va donner la parole à Valérie. Alors, bonjour Valérie. Oui, bonjour Brigitte, bonjour docteur Nasio. Bonjour. Écoutez, je vous remercie de prendre mon appel. Je vous en prie. Écoutez, ce titre pour moi de ce livre c'est toute la question que je me pose depuis 2 ans. Est-ce que je peux tomber en dépression? Est-ce que je suis en dépression? Et il y a 2 ans, je vous aurais répondu très clairement que bien évidemment que non. Et puis là, j'ai l'impression que je lutte pour ne pas être en dépression et que donc cette lutte est épuisante, fatigante, et que même si je suis pas en dépression, il y a des voilà. Mais ce qui est ennuyeux, c'est que vous avez l'air de dire que cette lutte est épuisante et que vous ne réussissez pas à conclure cette lutte, qu'elle continue à vous. Vous avez l'impression que c'est de plus en plus épuisant? Ah oui, oui. Ouais. Et quel aurait été l'événement ou le moment qui aurait commencé à vous donner cette impression que vous pourriez être dépressive? Alors, j'ai appris que mon mari, que je connais depuis mes 17 ans et que nous avons parcouru 30 ans de chemin, qu'on a réalisé nos rêves, et voilà, j'ai appris qu'il avait été adultère. Et ça, si vous voulez, tous les fondements, certes fragiles, parce que mes fondements, ma base, je l'ai construite à mes 17 ans, il en avait 19. Donc, et voilà, on a créé des rêves, on est arrivé au bout du chemin avec des enfants relativement adolescents, grands. Et puis là, j'ai l'impression que tout s'est effondré. Et depuis, c'est la lutte. C'est la lutte parce que, quels que soient les choix que je fais, eh bien, pour moi, c'est pas les bons. Alors c'est important ce que vous dites, Valérie, parce que tout à l'heure le docteur Nasio expliquait bien que souvent plus de femmes sont dépressives parce que elles perdent leur illusion, et là on entend bien que vous avez perdu l'illusion de cet amour parfait. C'est exactement, et donc mes amis chaque fois ils me disaient mais t'es dans un monde de bisounours, vous savez, ces réunions de filles où on est tout ensemble, on papote, et moi au bout de 30 ans, oui, mon mari, c'est toujours l'homme de ma vie, sexuellement c'est au top, c'est un homme formidable que j'admire, c'est le père idéal, et puis donc voilà, c'est vraiment cette illusion que j'ai perdue, et que je me dis, j'ai l'impression d'avoir 48 ans et de faire de terminer une adolescence. De faire une crise d'adolescence. Mais il est toujours avec vous, votre mari? Alors vous savez que c'est un peu grâce ou à cause, l'avenir me le dira, de vous. C'est-à-dire que je l'ai quitté. Oui. Prise de colère. Donc sur la colère, voilà, je suis passée par toutes les phases, je crois. Je suis au milieu de ma traversée du désert, j'espère, à la fin. Mais donc très coléreuse, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, je suis partie. Et je suis tombée sur votre émission. Et là, vous avez dit, il faut pas, on peut pas prendre des décisions sur la colère. Mais je l'affirme, oui. Voilà. Et donc, si vous voulez, mon mari après m'a appelé, etc. On a discuté. J'ai des phases de colère ou de pleurs. C'est pour ça que je me dis que je sais pas si j'ai toute ma tête. Mais quand je suis, il m'a dit qu'il allait que c'est pire, quoi. Il me disait qu'il avait rien à me reprocher, que j'étais une femme formidable, une mère formidable,
Et donc, c'est encore plus difficile à comprendre quand on a été formidable, qu'on cherche la faute pour savoir comment s'améliorer, repartir sur des bases. Parce donc, que je ne sais c'est pas contre vous. Il a eu une pulsion et qui n'a rien à voir avec vous. Oui, mais ça, c'est difficile. Non, mais que ça vous fasse souffrir et que vous ayez du mal à l'accepter, je l'entends bien. Mais vous n'avez pas à vous remettre en question. De toute façon, c'est pas vous qui êtes responsable. Il y a eu une autre femme qui est passée et puis il a eu envie de goûter autre chose. Comme si on adore le chocolat, un jour on mange une pâte de fruits. Donc c'est certainement aussi bête que ça. Mais ce qui est ennuyeux, c'est que ça vous a atteint au plus profond de votre chair et que vous êtes pour l'instant... Alors, ce qui me fait dire que vous n'êtes peut-être pas complètement en dépression, c'est que vous avez des moments de colère. Et la colère, c'est un bon antidépresseur. Alors, mais vous savez, alors c'est peut-être pour ça, si je ne suis pas en colère, je pleure. Voilà, c'est ça. Ou vous êtes triste, ou vous êtes en colère. Mais comme on dit Brigitte Lahaie, c'est vrai, la colère tonifie, tandis que la tristesse ramollit, dissout. Dans la tristesse, nous sommes dissous, bien que lucides, et dans la colère, nous sommes tonifiés, bien qu'aveugles. C'est un peu cela. Mais c'est vrai, vous êtes là. Non, je pense que vous n'êtes pas en dépression, Valérie. Non, vous n'êtes pas en dépression. Et je dirais, vous ne le serez pas, mais la blessure est là. Ça, c'est vrai. Mais vous voyez aussi, le thème, c'était l'envie. Et quand je me pose, je me dis, bon, ben voilà, tu as cru vivre pour toi, mais peut-être j'ai vécu pour mon mari, pour mes enfants. J'étais celle que tout le monde voulait avoir. C'est-à-dire que mon mari voulait telle femme, je l'étais. Mes parents voulaient tel enfant, je l'étais. Mes enfants avaient besoin de telle mère, je le suis. Au travail, je suis celle que l'on attend de moi. Je ne montre aucune faille. Et alors, finalement, vous êtes qui, vous ? Et bien c'est ça. Et quand je me pose, je me dis, mais voilà, fais quelque chose pour toi. J'ai envie de rien. Parce que pour l'instant, vous ne savez pas qui vous êtes, visiblement. Oui. Donc c'est ça qu'il va falloir aller travailler. Mais ça, c'est un super beau projet. Oui. Il n'était pas prévu, celui-ci. Je l'avais pas organisé. Oui, mais parce que pour l'instant, et c'est normal, vous vous êtes marié, vous l'avez rencontré, vous aviez 17 ans, donc vous n'avez pas pris le temps jusqu'à présent de vous poser cette vraie question qui devrait être la question existentielle de chaque être humain. C'est exactement ça. Je le sais, mais je n'arrive pas à trouver réponse. Parce que pour l'instant, vous êtes envahi par la tristesse et la colère. Donc, vous êtes balancé entre ces deux émotions qui sont quand même assez dévastatrices. Donc, il faut trouver la joie de découvrir qui je suis. Absolument, Brigitte. Ouais. C'est vrai. Et j'ajouterai à ce que dit Brigitte que il faut du temps. Il faut le temps. Quand on est blessé, il faut le temps pour la cicatrice. Et je sens que attention, il y a des couples où il faut pas tout casser. Il a commis il a donné un coup de canif au couple ou à quelque chose de plus que ça. Mais il faut pas casser. Il faut que vous réfléchissiez. Il faut vous retrouver avec lui. Même si Valérie, c'est vrai, même si d'ici quelques années sont des choses qu'on n'oublie pas. On l'oublie pas. Mais on apprend à savoir que l'autre même, que comme dit tout à l'heure Brigitte, et une pulsion, il est allé ailleurs, pas contre vous, mais c'est merveilleux de pouvoir garder ce lien. Ce lien est un lien fort et qui pour vous a été positif. Ça vous a donné beaucoup de force toujours. Oui, c'est vrai. Mais j'ai l'impression que la marche est difficile parce que j'ai eu le problème de voir des photos, des petits mots. Vous savez, le téléphone qu'il ne faut pas regarder, mais quand on a une intuition et qu'on n'arrive pas à avoir la réponse verbale, on la trouve ailleurs. Et donc, finalement, quand ça fait 2 ans que je lui fais vivre, je crois, un enfer. Concrètement, j'ai des voyages, il essaye de me donner de la tendresse, mais je ne sais plus, je n'ai plus d'envie.
Mais de aujourd'hui, répondre. cette question est importante, Valérie. Est-ce que vous arrivez à refaire l'amour avec lui, vous avez du désir, vous êtes excitée avec lui ou pas? Alors, en fait, s'il ne vient pas vers moi, ça me blesse. Et une fois qu'on fait l'amour, ce qui me blesse, c'est que je ne ressens pas ce que je ressentais avant. Ah oui, c'est ça. Donc, en fait, c'est la double peine. D'accord. Parce que pour l'instant, quand il vous fait l'amour, vous êtes encore envahi par elle. Des images. Hein. C'est ça. Des images, je la vois, l'autre, pas moi. Et je me dis, mais autant ils ont fait comme ça, autant... Enfin, vous voyez, je me compare. Mais donc ce qu'il va falloir travailler, c'est détruire votre rival. De toute façon, c'est vous qui avez gagné, puisqu'il est avec vous. Hein. Mais d'une manière très symbolique, évidemment, je vous dis pas de prendre un revolver et d'aller tuer cette femme. Oui, hein. bien sûr. Mais oui. de manière très symbolique, il va falloir la tuer, cette rivale, pour qu'elle sorte de vous. Parce que pour l'instant, elle est en vous. Et au lieu de vous êtes une femme formidable, vous avez l'air d'avoir, vous avez tout, mais vous restez persuadée que cette femme-là vous a pris quelque chose. Oui. Non, elle vous a rien pris. Elle vous a juste permis de comprendre ce que malheureusement on comprend tous dans la vie, qu'on a parfois des désillusions, pour reprendre le terme du docteur Nasio. Et donc, si vous arrivez à dépasser ce cap, vous allez voir, vous allez grandir, ça va être extraordinaire. Mais il faut que vous la tuiez, cette rivale, pour grandir. Et je ne sais pas comment faire. Moi, je suis d'accord avec Brigitte. Il faut comment faire, c'est-à-dire le retrouver lui et savoir que finalement ce qui compte c'est l'amour, c'est le lien, c'est pas une aventure d'un temps. Mais vous voyez, ce qui me fait peur, c'est la confiance. En fait, j'étais très rassurée de le laisser partir et de me dire je ne m'inquiétais jamais, puisqu'il me disait tout le temps combien j'étais formidable. Voilà. J'étais gonflée dans mon ego, mais sans lui, en fait, je n'ai plus du tout confiance en moi et je me sens pas capable de garder un homme pour moi ou de vraiment... Bien sûr, ça détruit votre confiance en vous, mais ça veut bien dire qu'elle était peut-être pas aussi forte que ça. Ah non, je pense que oui. Vous voyez, c'est tout ça qu'il faut retravailler et donc il faut vous trouver, il faut que vous découvriez qui vous êtes. Et alors quand je dis que symboliquement il faut détruire cette rivale, je ne sais pas moi, écrivez-lui une lettre d'insulte, vous avez peut-être une photo que vous pouvez brûler, enfin faites des choses comme ça très symboliques. Oui, j'ai l'impression que les choses se sont un peu calmées. Je ne sais pas exactement, mais non, je dis ça parce que on va pas revenir avec des gestes un peu qui ravivent le combat, la douleur, etc. Mais pour moi, il y a ce que dit Brigitte, de tuer cette rivale dans votre esprit, de vous éloigner. Mais l'autre point très important, c'est que vous puissiez retrouver ce que vous sentiez pour lui. Parce que quand vous dites que vous faites l'amour, mais que c'est plus comme avant, c'est parce que vous sentez que ce que votre croyance, votre foi en lui n'est plus là. C'est ça. Et que vous ne l'admirez plus comme avant. Avant, c'était un homme extraordinaire. Aujourd'hui, c'est pas un homme extraordinaire. Eh bien, je voudrais que vous retrouviez l'homme extraordinaire. Non pas pour lui. On s'en fout de lui, entre guillemets, pour rigoler. Pour vous, la foi dans l'autre, ce qui compte, c'est pas l'autre, c'est moi. Si moi j'ai la foi, je suis fort. Si je n'ai plus la foi, je suis faible. C'est ça que je dis aux jeunes, aux adolescents, quelquefois, qui me critiquent le père, Je dis, si vous critiquez votre père, si vous perdez votre père, c'est lui qui s'affaiblit, c'est vous. Votre père, il continue. La même chose avec votre mari. Récupérez cette foi parce que ça vous fait bien à vous. Surtout. Ah oui, moi je crois que je suis en train de perdre la santé, ma santé mentale aussi, physique. Et puis Valérie, quelque part, votre homme, ça reste un homme. C'était pas la perfection absolue. Moi je croyais. Ben oui. C'était une erreur. Oui. voilà l'illusion excessive dont la désillusion
fait tomber en dépression. Mais vous, Valérie, vous n'êtes pas déprimée. Non, non, rassurez-vous. Merci de vous être confiée à nous et je suis sûre que tout ce qu'on vous a dit, ça va faire son chemin. Oui, merci encore d'être là. Merci. Merci. Bon courage. Eh bien, docteur Nazi, on va conclure avec Nathalie qui nous a appelé et qui était avec nous sur Sud Radio. Bonjour Nathalie. Oui, bonjour. Je vous appelle parce que votre sujet m'a parlé, parce que ma mère était dépressive et elle s'est donné la mort pendant les fêtes. Ouais. Et je suis moi-même enceinte depuis 3 mois à peu près. Et c'est vrai que j'ai peur de transmettre un petit peu des émotions. J'ai peur qu'il naisse dépressif, enfin je ne sais quoi, etc. Et donc, voilà. Donc, j'essaie de gérer des émotions négatives. Oui. Avec des émotions. Vous savez, Nathalie, être enceinte et perdre sa mère, c'est quand même difficile. Hein. C'est pas ça la vie. Hein. Oui. Mais Nathalie, vous avez vu, nous avions parlé des pulsions de vie, des pulsions de mort. Votre maman, elle était prise par la pulsion de mort. Et vous êtes prise par la pulsion de vie. C'est une merveille que vous soyez enceinte. Et votre maman, si elle était vivante, elle dirait, s'il te plaît Nathalie, continue avec cette grossesse. C'est très important. C'est très important. Je voudrais qu'il y ait un petit enfant, même si je ne le verrai pas. Donc, n'abandonnez pas, rendez-lui hommage, en ayant une grossesse belle, une belle grossesse. Et puis je crois, Nathalie, qu'il faut faire la grande différence entre votre tristesse d'avoir perdu votre maman, hein, et c'est normal que vous soyez triste, vous l'avez perdue il y a même pas 2 mois, donc que vous ayez envie de pleurer rien qu'en en parlant, c'est normal. Mais c'est pas cette tristesse-là qui est signe d'une dépression. Non, je pense pas être dépressive, un peu déprimée, mais pas dépressive. Donc c'est pas du tout la même chose. Et je suppose que quand vous sentez votre corps se transformer parce que vous êtes en train de porter la vie, je suppose que ça vous remplit d'amour. Oui, mais c'est vrai que ce qui prend le pas aujourd'hui, c'est pas trop ça encore. C'est pas trop la joie de la grossesse, alors que j'ai 35 ans et cette grossesse, je l'ai attendue et rêvée et ça se passe absolument pas comme je l'avais imaginé. Et ce qui se passe en fait, c'est que ça me fait ressortir ça exacerbe des angoisses que j'avais déjà, je pense, avant. Oui, ça c'est possible. Vous avez parlé de votre maman qui était donc dépressive. Hein. Quand vous étiez toute petite, elle était déjà dépressive, votre maman ? Oui, j'ai toujours connu, prenant des médicaments par exemple, aller voir son psychiatre, etc. Et quand on était petite, avec ma sœur, tout se passait très bien, on a été très aimés, etc. Ça a été un peu plus compliqué quand on a grandi à l'adolescence ou quand on est devenu adulte, où là, ces symptômes dépressifs, je pense, se sont un peu plus... oui, quand entre guillemets, hein, bien sûr, vous l'avez abandonné. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et moi, à mon tour, aujourd'hui, je me sens abandonnée. Enfin, voilà, les angoisses que je ressens, c'est un sentiment d'abandon que je ressens, que j'ai toujours ressenti, j'ai l'impression, alors qu'auparavant je l'étais pas. Et voilà, ce que je ressens là aujourd'hui, c'est un petit peu exacerbé. Oui, c'est normal, je veux dire que c'est inévitable, parce qu'il y a un abandon. Mais c'est vrai, et on comprend qu'en ce moment où vous auriez besoin plus que jamais d'avoir une maman qui soit présente pour partager avec vous ce que toute femme souhaite partager, qui est la naissance de son enfant en présence de la mère et de sa mère à elle. Eh bien, bon, la vie a voulu que cette maman ne soit pas là. Et que vous êtes maman. Vous allez être la maman de cet enfant. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure de lui rendre hommage, vraiment. La naissance de cet enfant, il faut que ça soit une merveille. Et cet enfant a besoin de sentir que quand il va naître,
sa maman est joyeuse. Vous êtes joyeuse. Mais Nathalie, ça vous arrive un peu de temps en temps d'être un peu en colère contre votre maman qui justement... Oui. Oui, bien sûr, je suis en colère parce que je trouve qu'elle n'aurait jamais dû faire ça pendant cette période-là, quoi. Enfin, je trouve ça très égoïste de sa part. Bien sûr. Oui, bien sûr. Fait ça aujourd'hui. Mais ça, bien sûr. Et d'ailleurs, la période des fêtes est une période assez qui voit souvent le nombre de suicides augmenter, parce que ça réveille sans doute. Mais c'est sa propre histoire que vous connaissez sans doute d'ailleurs, Nathalie. Oui, bien sûr. Oui. Mais peut-être aussi que le fait que vous soyez enceinte a aussi réveillé chez elle des choses difficiles, douloureuses. Mais encore une fois, c'est sa propre histoire, c'est pas la vôtre. Et c'est ça qu'il faut c'est ça aussi qu'il faut comprendre. Mais vous avez le droit d'être en colère contre elle. Je pense qu'il ne faut pas vous en vouloir de ça. C'est même plutôt bon signe. Oui, absolument. Non, mais je culpabilise pas d'être en colère. Ben ça c'est bien. Je culpabilise de quoi j'ai surtout peur de devenir dépressive. Même si vous me dites, et je le comprends très bien, que son histoire n'est pas la mienne et que voilà, mais j'ai très peur de la dépression, j'ai peur de moi-même le devenir, et j'ai peur de... Vous savez, je vais dire une chose, Nathalie, qui me vient à l'esprit, c'est un peu comme les personnes qui ont peur de devenir manipulateurs pervers. C'est rarement des gens qui deviennent pervers. Et les gens qui ont peur de tomber en dépression, c'est rarement des gens qui tombent en dépression. Donc je crois qu'on peut vous donner le bon ticket. Et je crois que vous risquez pas grand-chose. L'autre chose que je voudrais vous dire, c'est que beaucoup de gens croient que la dépression se transmet dans les gènes ou par les gènes. C'est pas vrai. La dépression, pour le moment, on connaît rien du tout sur les génétiques. Donc, pour le moment, dans mon expérience, j'ai eu une expérience de 55 ans des métiers où j'ai vu des centaines et des milliers de dépressions. Je peux vous assurer que je ne connais pas dépression de la mère, dépression de la fille. Ça, il y a, en tout cas, avec vous, votre grossesse, c'est une séparation radicale. Vous n'êtes pas déprimé et vous ne serez pas déprimé. Et vous allez voir, la grossesse est encore au commencement, vous êtes au 3e mois, vous allez voir, ça va devenir, l'enfant va se rendre de plus en plus présent et vous allez être de mieux avec lui. Donc tout ce que vous ressentez, c'est normal, que vous sentez abandonné, c'est vrai qu'elle vous a abandonné, lâchement, c'est vrai. Vous êtes triste, c'est normal, et puis la vie continue et il n'y a rien de plus beau, justement, ce que vous allez transmettre. Donc rassurez-vous Nathalie, on vous donne le verdict d'être en bonne santé, tout va bien. D'accord ? Merci en tout cas de votre appel. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors merci beaucoup Dr Nasio. Tout le monde peut-il tomber en dépression ? Ça sort au mois d'avril. En revanche, est sorti en poche, et moi j'ai beaucoup aimé, l'hystérie que vous avez écrit il y a déjà plusieurs années. C'est sorti en poche, toujours aux éditions Payot. Si vous avez envie de mieux comprendre de quoi on parle quand on parle d'hystérie, je précise que les hommes aussi peuvent l'être, bien vous pouvez lire le livre du Dr Nasio. Demain on retrouve François Bourgognon et tout de suite bien sûr je vous laisse avec C'est votre avenir. Merci. 14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.